l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue sur Africable Télévision. Merci à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Le 1er mai est une occasion de célébrer la lutte des travailleurs, une fête du travail qui a pris une saveur particulière cette année dans un contexte de crise et de marasme économique. La journée a été marquée par de nombreuses manifestations à travers le monde. Nous irons en Tunisie pour parler de cette opération sans précédent contre les groupes islamistes armés. Des affrontements ont eu lieu entre une cinquantaine de djihadistes et des forces tunisiennes près de la frontière avec l'Algérie. Bilan, 6 militaires blessés. Et puis au Venezuela, à l'Assemblée nationale, le débat a littéralement tourné au pugilat. Des échanges musclés ont eu lieu entre députés de la majorité et ceux de l'opposition qui ont qualifié l'acte de coup d'État parlementaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. Le Mali n'a pas le cœur à la fête, le contexte ne s'y prête pas, donc pas de manifestations officielles ce matin dans les rues de Bamako. La capitale malienne est encore orpheline de la situation du Nord. Le constat d'Ismaël Obianzé et de Malik Mbaye. Le pays se relève progressivement d'une année de crise au Nord. En parcourant la presse malienne dans les kiosques à journaux de Bamako ce 1er mai, pas un seul titre consacré à l'événement. Je n'ai pas vu de manif, je n'ai pas vu l'enthousiasme. Pour valoriser le travail, un peu mais pas trop. Hein. Déçus, pas trop oui, mais certains opérateurs économiques de Médina Chorale, au centre des affaires de la ville, sont bien nostalgiques des retombées de la fête du travail. Le fait de nous priver de cette fête, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. Ça se voit, ça se ressent surtout. Sinon, chaque année, la fête de travail, ça se fait bien. Tous les travailleurs le font. Nous qui sommes opérateurs économiques, nous le sentons dans nos affaires. Parce que tous les syndicalistes viennent se ravitailler avec nous au restaurant ici. Quelle fête du travail dans ce contexte de crise? Dar Salam, un autre quartier de la ville, avec ce balai de moto, a peut-être la réponse à la question. Si vous êtes en activité pendant toute une année, je pense que la fête du travail, ça représente beaucoup de choses. C'est un repos. Ils sont nombreux ici qui veulent rapidement tourner la page de cette vilaine guerre imposée au peuple frère du Mali. Ce qu'on a pensé au Mali et autour du Mali, c'est de prier pour que la paix revienne au Mali. Une fête de perdu, 10 de retrouver avec le retour à la normalisation de la situation annoncée. Le Mali célébrera bientôt son 1er mai. Au Sénégal aussi, l'on a célébré le 1er mai comme partout ailleurs. La fête a été marquée par des doléances. Pour en parler, nous avons en ligne de Dakar notre correspondante Louise Tina Sagna. Louise, bonsoir. Bonsoir, Djurila. Dites comment les travailleurs sénégalais ont célébré concrètement le 1er mai. Voilà, le 1er mai, la fête du travail au Sénégal s'est célébrée de manière différente cette année. Les syndicalistes et les travailleurs, je dirais, ont convergé vers le stade Iba Mar Diop au lieu de marcher dans les rues de la capitale, comme d'habitude. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Marito Ounian, et celui de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions, Mansour Sy, étaient de la partie pour représenter l'État du Sénégal au point de convergence des centrales syndicales à l'occasion de la fête du travail. Il faut noter aussi qu'au stade Iba Mar Diop, on a vu des pancartes des syndicalistes, des pancartes réclamant la ratification par l'État du Sénégal de certaines conventions internationales relatives aux droits du travail, mais aussi la baisse des denrées de consommation de base. Ils réclament aussi l'amélioration des conditions de travail, le respect des conventions collectivistes et des droits syndicaux par les employeurs, le renforcement aussi du dialogue social. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le président de la République, Macky Sall, reçoit à l'instant même les cahiers de doléances des centrales syndicales.
Louise Tina, merci. Du Sénégal, nous partons en Côte d'Ivoire, où nous attend également notre correspondant Ange Herman Niani. Ange, bonsoir. Bonsoir. La Côte d'Ivoire sort d'une semaine électorale marquée par des contestations. Alors, dans ce contexte, comment aviez-vous vécu cette fête du 1er mai? Dans le calme, hein. Ici, vous savez, les revendications des syndicats du secteur public sont les mêmes à quelques nuances près. Des blocages, des avancements après plusieurs années de blocage et surtout paiement des salaires à l'industriel. Alors, toutes ces revendications ont fait l'objet d'un bras de fer entre le pouvoir et les syndicats. Heureusement que le dialogue social a été renoué et les promesses ont été faites aux syndicats qui attendent maintenant qu'elles se concrétisent sur leur fiche de paye. Alors il faut dire que pendant plusieurs semaines, les syndicats de la santé, de l'enseignement ont été, les secteurs de l'enseignement, de la santé ont été paralysés. Cette fête du travail s'est malgré tout déroulée, comme je le disais tantôt, dans un climat apaisé et a été placée sous le signe de la bonne entente entre pouvoir et syndicats. Mais il faut tout de même préciser que le pouvoir ivoirien s'occupe par les frais du succès de ses performances économiques. En 2 ans, la Côte d'Ivoire est passée d'un taux de croissance quasi nul à plus de 8% cette année. Alors, les syndicats se disent qu'avec le point d'achèvement du PPCE atteint, il est légitime que les travailleurs ivoiriens s'invitent aussi au festin de l'embellie pour prendre leur part du gâteau, mais retenons tout simplement que c'est dans une ambiance apaisée que ce 1er mai a été célébré aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est déjà pas mal pour la cohésion sociale. Ange Herman Niani depuis Abidjan. Merci Ange pour ces précisions. Fête du travail, on en parle encore. Traditionnellement, le 1er mai est une occasion de célébrer la lutte des travailleurs. Une fête du travail qui prend une saveur particulière cette année dans un contexte de crise et de marasme économique. En Europe, c'est la rigueur qui a été pointée du doigt. Partout cette année, dans le sud de l'Europe, ce 1er mai a rimé avec le mot austérité. Et partout aussi pointé du doigt Bruxelles et ses politiques perçues comme des dictats. La Grèce, première victime de la crise de la dette, traverse sa 6e année de récession consécutive. 13 000 personnes, selon la police, ont battu le pavé à Athènes et à Thessalonique, la 2e ville du pays. Nous sommes là pour envoyer un message au gouvernement, à la Troïka et à tous les puissants en Europe. Nous allons continuer notre combat contre les politiques injustes et sans fin, qui détruisent des millions d'emplois en Grèce et en Europe. En finir avec l'austérité, favoriser l'emploi. Les slogans sont les mêmes en Grèce et en Espagne, toutes deux frappées de plein fouet par le chômage. Plus de 27% de la population active sont sans emploi dans les deux pays. Étant donné la situation, avec 6 millions de chômeurs et des prévisions toujours à la hausse, vous ne croyez pas que c'est le moment de manifester ? Au diapason des dirigeants syndicaux et des manifestants européens, le pape François a appelé depuis le Vatican les dirigeants politiques à tout faire pour combattre le chômage. Je pense à ceux, et pas seulement les jeunes, qui sont sans emploi. À cause d'une conception purement économique de la société, qui recherche de manière égoïste le profit sans se soucier de la justice sociale. Quelques heures plus tôt à Istanbul, certains défilés du 1er mai ont dégénéré. Les autorités turques avaient bloqué l'accès à la place Taksim en travaux, mais plusieurs milliers de manifestants à l'appel de partis de gauche et de syndicats ont bravé l'interdit. Face à eux, 22 000 policiers ont riposté. Près de 30 personnes ont été blessées et plus de 70 interpellées par la police. Sur un tout autre registre, il se faisait appeler Abdul Jelil. Il s'est fait connaître il y a quelques mois en apparaissant dans une vidéo pour menacer la France de représailles si elle intervenait dans le nord du Mali. Jules Le Guen, de son vrai nom, a été capturé près de Tombouctou. Il sera bientôt extradé vers la France. D'origine française, je vis ici à Tombouctou depuis 2 ans avec ma femme et mes 5 enfants. C'est à l'automne dernier qu'il est apparu à visage découvert dans cette vidéo mise en ligne sur un site mauritanien. De ce partage est Il mettait en garde la France contre une intervention militaire au Mali.
L'homme qui se fait appeler Abdeljelil est né à Nantes il y a 58 ans. Son vrai nom, Gilles Le Guen. Titulaire d'un brevet de la marine marchande, il a beaucoup voyagé avant de s'installer au Maroc, puis en Mauritanie et enfin au Mali il y a 5 ans. Les forces françaises avaient repéré ce converti de longue date à l'islam dès septembre dernier. Il était catalogué comme appartenant à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Réfugié dans la région de Tombouctou, Gilles Le Guen vivait toujours avec sa femme marocaine et ses 5 enfants. C'est dans cette zone qu'il a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi par des militaires français. C'est une dérive individuelle de fanatisme. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup. Ce serait sur le doigt d'une main. Beaucoup de questions se posent. Quel est l'engagement réel de cet islamiste français aux côtés des djihadistes? S'est-il battu contre l'armée française? A-t-il participé à la prise d'otages en Algérie sur le site gazier d'In Amenas, comme le dit la rumeur? Pour l'heure, ces faits ne sont pas avérés. Cet individu a un profil tout à fait étrange et particulier. Il a été accusé à la fois par la France d'être un combattant d'Al-Qaïda. Il a été accusé par Al-Qaïda au Maghreb islamique d'être un espion du gouvernement français. Gilles Le Guen va être dans un premier temps transféré aux autorités maliennes. Il devra ensuite très probablement s'expliquer devant la justice française. Opération sans précédent contre les groupes islamistes armés en Tunisie. Une 50aine de djihadistes retranchés sur le mont Tchembi, près de la frontière avec l'Algérie, qui fait l'objet d'une traque par les forces tunisiennes. Au moins 6 militaires ont été blessés dans les affrontements. Des gardes nationaux emmenés d'urgence ce mardi à l'hôpital. Ils viennent d'être touchés par l'explosion d'engins artisanaux. Ce soldat a perdu un œil. Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, un de mes collègues a marché sur une mine. Elle a explosé, j'étais juste derrière lui. Notre mission était de sécuriser la zone, mais un premier soldat a été touché par l'explosion d'une mine. Et alors que nous sommes restés sur place pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'autres explosions, à mon tour j'ai été victime d'une mine. Des mines disséminées ces dernières semaines par des membres d'un groupe radical. La garde nationale et désormais l'armée tentent de localiser ces engins et de les faire exploser. Ce groupe serait proche d'Al-Qaïda, formé de combattants tunisiens, libyens ou encore algériens, parfois de retour du Mali. Selon des services de renseignement, ils chercheraient à s'installer dans les montagnes de Chambi, une région proche de la frontière algérienne, parsemée de grottes. Depuis décembre 2012, on a commencé à découvrir de premiers éléments de groupes terroristes. On en a arrêté certains, présentés devant un juge, des individus qui nous ont fourni des renseignements pour localiser d'autres membres du groupe. Mardi, le chef du gouvernement tunisien a convoqué un conseil des ministres extraordinaire dans le but de renforcer le dispositif sécuritaire du pays et notamment d'augmenter les capacités des agents de sécurité à faire face à la menace terroriste. À présent, l'actualité en bref et en images. C'est une compilation signée Khadija Kiti. Au Congo-Brazzaville, 8 organisations non gouvernementales interpellent les chefs d'État africains sur le braconnage des éléphants. Selon elles, les pachydermes sont plus que jamais en danger. Ces 10 dernières années, les pays d'Afrique centrale ont perdu près de 2 tiers de leur population d'éléphants. Le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Mano s'est tenu ce mardi à Monrovia au Libéria. Cette rencontre a porté sur les questions relatives à la restructuration du secrétariat de l'Union, à la construction du siège de l'UFM ainsi qu'à l'interconnexion des routes prioritaires au sein de l'espace Mano. Officiellement, le chef de l'État algérien se porte bien. Hospitalisé à Paris depuis samedi dernier, Abdelaziz Bouteflika s'est adressé ce mardi à ses concitoyens. Son message écrit et diffusé par l'APS, l'agence de presse officielle, ne dit rien cependant sur son état de santé ni sur la date de son retour. Pas moins de 49 candidats pour la présidentielle du 24 juillet prochain au Madagascar, un record historique de candidatures sur la Grande Île. Les 8 magistrats de la Cour électorale spéciale ont jusqu'à vendredi pour examiner les dossiers de candidature.
C'est une flambée de violence que certaines ONG qualifient de nettoyage ethnique. En Birmanie, les violences religieuses se multiplient face à face, bouddhistes et musulmans. Ces derniers ont été la cible de raids dans le centre du pays. Certains villages ne présentent plus qu'un visage de désolation. Au milieu des flammes et de la fumée, cette femme cherche ses proches. Nous sommes à une centaine de kilomètres de Rangoon, près d'Okan, dans ce qui était un village musulman de Birmanie. Les maisons de bois se sont rapidement embrasées. Pour leurs habitants, c'est la panique. Au lendemain de l'incendie, du petit village, il ne reste rien, si ce n'est des cendres encore fumantes. Ce qui s'est déroulé ici mardi n'est pas un accident. Les témoins racontent tous la même histoire. Plusieurs centaines de personnes arrivées à moto avant de s'en prendre à la mosquée du village. L'incendie a détruit l'édifice avant de s'étendre aux maisons des environs. Ceux qui ont fait ça sont venus de villages voisins ou plus éloignés. Nous les connaissons. Les mêmes scènes se sont répétées dans d'autres villages de la région. Les auteurs de ces attaques, des Birmans, bouddhistes, venus s'en prendre à la communauté musulmane. Ni les forces de l'ordre ni les pompiers ne sont intervenus. Les premiers policiers ne sont arrivés sur place que le lendemain et semblent indifférents au sort de ses habitants. Ils n'ont même pas essayé de nous aider, on ne peut pas leur faire confiance. Maintenant, on ne sait pas si l'on doit fuir ou si on doit rester ici. À l'origine de ce déchaînement de violence, un incident apparemment mineur. La veille, une femme musulmane aurait bousculé par accident un jeune moine bouddhiste faisant tomber ses offrandes. Mais en Birmanie, ce genre d'événement peut rapidement dégénérer. En mars, une dispute entre un marchand musulman et un client bouddhiste a entraîné des émeutes et la mort de 43 personnes. L'an dernier, dans l'Ouest, les affrontements entre bouddhistes et musulmans de l'ethnie Rakhine ont provoqué la mort de 200 personnes. 140 000 musulmans ont préféré fuir et vivent depuis dans des camps de déplacés. Officiellement, les musulmans ne représentent que 4% de la population, une minorité dont se soucient peu les autorités. La semaine dernière, l'organisation Human Rights Watch a même accusé le pouvoir birman de procéder à un nettoyage ethnique. C'était une des promesses de campagne. Barack Obama veut à nouveau tenter d'obtenir du Congrès la fermeture de Guantanamo. Engagement réitéré car le camp de détention attire tous les regards en ce moment. Depuis plusieurs semaines, une centaine des 166 prisonniers de la base américaine de Cuba sont en grève de la faim. Derrière les murs et les barbelés, loin des yeux du monde, 166 hommes sont encore détenus à Guantanamo. Il y a 12 semaines, dans cet endroit décrit comme un trou noir juridique, la majorité de ces prisonniers ont entamé une grève de la faim. Les militaires l'ont nié au départ, dit un de leurs avocats, mais on sait maintenant qu'ils sont peut-être 130 à vouloir mourir de faim. Presque tous. Une affaire dont on a fait peu état dans les médias américains, mais en conférence de presse, Barack Obama a répété une vieille promesse, elle aussi oubliée. Je continue de croire qu'il faut fermer Guantanamo, dit-il. Cette prison nous coûte cher, elle n'est pas nécessaire pour notre sécurité et elle ternit l'image des États-Unis. Pour l'oncle d'un des détenus à Guantanamo depuis 12 ans, c'est un scandale. Il est très faible. Il a maigri de 20 kilos. Comme une vingtaine d'autres prisonniers, Nabil Adjarab est alimenté de force par un tube inséré dans le nez. Il l'a raconté à son oncle. On nous attache à une chaise avec deux personnes qui nous tiennent par la main, par la tête, pour ne pas bouger. Une pratique inhumaine et cruelle selon l'ONU et qui viole le droit international. L'idée de maintenir pour toujours des individus qui n'ont jamais été inculpés ni jugés est contraire à nos principes et à nos intérêts, dit Barack Obama. Cela doit cesser. Je l'annonçais en titre, c'est peut-être l'illustration de la division au Venezuela. Depuis la présidentielle du 14 avril dernier, l'opposition conteste la victoire de Nicolás Maduro, dauphin désigné de feu El Comandante. Contestation que la majorité chaviste a voulu punir en interdisant à ses adversaires de s'exprimer à l'Assemblée. Et le débat a littéralement tourné au pugilat. Session parlementaire au Venezuela et échanges musclés entre députés de la majorité et ceux de l'opposition. Une belle bagarre qui en a amoché plus d'un.
Nous étions assis, ils sont arrivés et sans un mot, nous ont frappés dans le dos. Des députés de l'opposition visiblement choqués. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'État au Parlement. Un coup d'État qui a été prémédité et lâchement mené, et de la manière la plus inhumaine. Le coup d'État dénoncé par les députés de l'opposition, c'est l'interdiction qui leur est faite de s'exprimer dans l'hémicycle tant qu'ils ne reconnaissent pas la victoire du successeur d'Hugo Chavez, le président Nicolás Maduro. Le texte voté par la majorité a déclenché le pugilat, mais chaque camp accuse l'autre d'être à l'origine de l'affrontement physique. L'opposition, nous le savons, a provoqué la violence. Il y a eu une très forte bagarre. Cela ne peut se reproduire. Nous devons chercher la paix et le respect de la Constitution, des lois, des idées et la tolérance. Nicolás Maduro, dont la victoire à la présidentielle du 14 avril dernier est contestée par son rival de droite Enrique Capriles, qui a perdu avec à peine 265 000 voix d'écart. Enrique Capriles et ses partisans qui refusent de reconnaître la victoire du nouveau président et continuent de brandir des accusations de fraude. Un processus de vérification va être mené, mais il ne portera que sur la moitié environ des bulletins, ce que refuse Enrique Capriles qui compte plaider sa cause devant des instances internationales. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur la première chaîne panafricaine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.